Les fameuses sculptures les hermétiques. fameuses sculptures alchimiques. Alors bon, bah, Allez, je les envoie. voilà, ces cathédrales romanes et ces cathédrales gothiques ont bien sûr une histoire et tout un symbole. Hein, c'est que on aurait mis des secrets de construction, de géométrie, de symboles, parce que bien sûr toutes les sculptures des chapiteaux des cathédrales romanes font allusion à la mythologie et pour représenter certaines scènes très compliquées, elles représentent par des symboles, par exemple les mois, par des signes du zodiaque, etc. Alors, on va pas faire non plus une conférence entière là-dessus parce que la conférence existe déjà sur les cathédrales gothiques où les plus grandes cathédrales gothiques ont dans leur sculpture de façade des médaillons, comme vous voyez là c'est Notre-Dame de Paris, des médaillons qui sont des médaillons alchimiques. Et si on suivait ce qui est expliqué sur ces sculptures, on réussirait à trouver la pierre philosophale. C'est-à-dire que ça décrit le processus alchimique. Alors, bon, quand on fait la visite, qu'on a un guide, quand je fais la visite, j'explique un peu tout. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ceux que vous voyez là. Alors, ça paraît très, très étrange de voir un oriflamme, de voir un taureau, de voir un personnage qui donne un coup de pied à un autre, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a une explication, bien sûr, à vue de nez par l'Église. Ça symbolise les vices et les défauts. Il y a l'avarice, l'orgueil, le ceci, la violence. Et puis, bien sûr, il y a un sens alchimique. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein, ces cathédrales ont un sens particulier. C'était juste pour montrer qu'il y avait tout ça dans le Moyen-Âge. Donc, on avait mis dans les constructions, soit le nombre d'or, le nombre pi pour les rosaces, les ceci, les cela, la dimension, la longueur, la largeur, la hauteur sont calculés pour créer une harmonie. On met des symboles alchimiques dedans, on met les signes du zodiaque, c'est cela. Et c'est pas simplement, c'est comme les grottes de Lascaux, c'est pas simplement faire du décoratif en façade. Ça a un sens, un symbolique particulier. Voilà, si on peut revenir un petit peu au-dessus, puisque je profite que les deux choses avaient été mises sur la même feuille. Et c'est un blason de la ville de Paris qui a été fait au début du 19e siècle où on représente Paris par une barque, un fluctuate, mec, mergitour, hein, tu flottes mais tu ne sombres pas, c'est pour les bateliers de la Seine. Et là, mis à part les feuilles de chêne et autres, hein, de symboles de la victoire et l'aigle, etc. C'était le blason de Paris qui a été fait sous Napoléon, qui a repris curieusement les fameuses abeilles Ouais. des Mérovingiens. Et par 3. Et par 3. Alors, bon, un peu différente des abeilles mérovingiennes du tombeau de Chipéry, parce qu'elles avaient les ailes un peu collées le long du corps. Et alors, sur la barque, dans la partie gauche, vous avez sur le sommet une déesse Isis. Vous voyez, juste en dessous de l'étoile. Ah oui, exact. Ah oui, il faut la voir, mais Ah ouais. Isis sur le blason de Paris, c'est quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Oups. Parce qu'on disait que Paris, c'était la tribu des Parisis, c'est les tribus gauloises qui occupaient les bords de la Seine, mais ça voulait dire aussi passant par Isis, passant par le sanctuaire d'Isis. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure pour les Romains qui avaient répandu, et les jeunes Romains avaient répandu le culte d'Isis en Occident, il y avait un sanctuaire d'Isis à Paris. Donc Donc, les Parisis viendraient directement de Isis? par Isis, oui. Ouais. Waouh. Et donc, alors on aurait retrouvé un sanctuaire avec des statuettes d'Isis à Nanterre, et on aurait retrouvé aussi des statuettes dans les fondations de Notre-Dame de Paris, entre autres. Hein. Ah, voilà, c'est une curiosité. Hein. Et d'ailleurs, de mettre les abeilles mérovingiennes et Isis et l'étoile à 5 branches sur le même blason, quoi, entre autres. Il n'existe plus aujourd'hui, on n'a plus ce blason-là aujourd'hui. Hein. Voilà, donc pour continuer sur le Moyen-Âge, qu'est-ce qui est caractéristique de l'histoire mystérieuse au Moyen Âge? Là aussi, on ne va pas refaire les croisades, on ne va pas refaire les cathares, parce que bien sûr, c'est la grande époque des cathares. Si vous voulez, on le fera un jour, mais j'ai déjà fait à la conférence là-dessus. Mais curieusement, les cathares, eh bien, c'est la région des Visigoths, c'est la région de Rennes-le-Château, c'est la région de Mérovingien, c'est la région de ceci, c'est le Roussillon, c'est l'Ariège, bon, c'est Montségur,
on retrouve tout ça. On retrouve des Templiers, château de Bézu, près du pic Bulgarache et une forteresse templière, etc., etc. Hein. Et ces fameux Visigoths dont on parlait, une des tribus franques qui avait envahi le pays et battu par Clovis, eh bien, ces Visigoths étaient curieusement chrétiens, tout en étant germains. Mais ils étaient chrétiens d'une autre branche que le christianisme catholique. Ils étaient chrétiens ariens. Et Arien, né d'un religieux qui s'appelle Arius, ça n'a rien à voir avec la race arienne, hein. C'est un religieux qui s'appelle Arius, qui n'avait pas une vision très vaticane, on peut dire, de la Sainte Trinité et autres. Pour lui, il n'y avait pas un Dieu fondu en trois personnes. Le Père, le Christ et le Saint-Esprit étaient de substances différentes. C'est-à-dire c'était une émanation, un Dieu le Père qui émanait, un Fils qui émanait, un Saint-Esprit. Elles ne pouvaient pas être trois du même niveau en un, ce que l'Église appelle la consubstantialité en théologie, c'est-à-dire les trois personnes n'en font qu'une, mais de même substance et de même niveau, que là, il y aurait une gradation. C'était considéré comme un blasphème absolument inouï par l'Église. Et curieusement, les Visigoths étaient de cette tendance-là, mais chrétiens, alors que Clovis était païen. Et vous vous dites, mais comment? C'est Clovis qui était converti. En gros, l'Église en clair a choisi Clovis. Pourquoi donc? Parce que là, sans doute, l'Église a trouvé que la foi du néophyte, le génie stratégique de Clovis aurait fait triompher l'Église, bien sûr celle de Rome, et que les autres, comme c'était des hérétiques, fallait plutôt les éliminer. Donc, dès cette époque-là, l'Église faisait la chasse aux hérétiques et choisissait ses camps en fonction de sa politique à elle. En gros, pourquoi soutenir le roi des Visigoths? Pourquoi soutenir Clovis? Il y avait tout un calcul de ce genre. Bien sûr, Et l'Église s'est toujours positionnée. l'Église soutient toujours et se rapproche toujours de qui aide plus à la propagation de la foi, de qui défend le plus les églises, de qui défend le plus le prêtre, etc. Donc on fait le sacre du roi de Troyes divin, on est en collision avec le roi de France et les hérétiques, bon, même chrétiens, parce que les cathares se disaient croyants, chrétiens, etc. C'est une autre version de le christianisme, hein, complètement anéanti. Alors, si on mêle à ça cette fameuse histoire de Visigoths, parce que les Visigoths avaient pris Rome en 410, ils avaient ramené le trésor du Capitole des Romains, qui eux-mêmes avaient pillé Jérusalem, ils avaient ramené le chandelier à cette branche, avaient enterré dans des souterrains de châteaux. On a une histoire absolument hallucinante, et tout est entrecroisé. C'est-à-dire des Visigoths, des Mérovingiens, Marie-Madeleine et Marthe, etc., qui arrivent au Sainte-Marie de la Mer, qui vont à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, évangéliser un peu jusqu'à Vézelay, mais qui va aussi dans le Languedoc. C'est une région de la France, c'est un véritable nœud de fil à démêler. Mais j'arrête là parce que raconter ça revient à refaire l'histoire de Rennes le Château. Parce que c'est l'engrenage, la superposition, toutes ces histoires-là entrecroisées. Hein, parce qu'il y aurait eu une descendance du Christ si le Christ avait pas été crucifié, mélangé avec la fameuse dynastie des Mérovingiens, créer une descendance à la fois surnaturelle et comment dire, et mérovingienne, la seule vraie race d'origine plus, disons, une descendance issue du Christ et de Marie-Madeleine, je sais pas où vous allez. Donc. Bon, là, c'est totalement On hérétique. peut aller très loin là. Et on On peut peut, passer des heures. on peut aller très loin. Donc, si on prend le Moyen-Âge, si on refait pas les cathares, si on refait pas les Templiers, parce que les Templiers, c'est aussi cette époque-là, c'est aussi la Terre Sainte, c'est 2 siècles d'histoire de l'ordre du Temple, mais quand même, un petit rapport avec ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est qu'il y a la fameuse malédiction des Templiers. Hein, donc, quand les Templiers ont fini la guerre en Terre Sainte, se sont rapatriés sur l'Occident. Eux, ils voulaient continuer à exister. Et puis, ben, les rois ont trouvé qu'un ordre militaire aussi puissant, alors qu'il ne faisait plus de croisade, qu'est-ce qu'il aurait bien pu mijoter? C'était une force militaire très importante. Philippe le Bel l'a très mal pris. Donc, il s'est arrangé pour les couler. Il a monté une machination pour dire qu'ils étaient, comment dire, sodomites, sacrilèges. Il a vu tous les procès que vous connaissez. Et ça s'est fini par le fameux bûcher là, à la pointe de la cité de Jacques de Molay et de Geoffroy de Charnay. Et dans ce fameux bûcher, hein, l'histoire et la légende racontent que le grand maître Jacques de Molay aurait maudit les rois de France, la race des rois de France, jusqu'à tant et tant de générations. Ah, donc ce Philippe le Bel, responsable de leur arrestation,
la mise à mort de l'ordre en plus de tout le reste, en collusion avec le pape, ils se sont rangés tous les deux, hein, supprimer l'ordre canoniquement, l'autre a supprimé je sais pas quoi, physiquement, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, dans cette histoire de Templiers, cette fameuse malédiction a été suivie des faits, hein, parce que on dit bah non, c'est du faribole, parce que Jacques de Molay avait dit qu'il a signé le pape et le roi au tribunal de Dieu dans l'année. Donc, en l'année 1314, les Templiers sont brûlés en masse. Eh bien, Philippe le Bel et le pape décèdent dans l'année. Bon, le pape, d'une terrible maladie, il est rentré en convulsion, il a mis des jours et des jours à mourir, il a des souffrances épouvantables, et Philippe le Bel, lui, en tombant de cheval, parce que son cheval a été effrayé par un sanglier, le cheval s'est cabré, le roi est tombé, il s'est claqué la tête à terre, il était emmené et décédé. Alors, c'est un très grand hasard, hein. Cassigny à mourir dans l'année, il meurt vraiment dans l'année. Et après, on s'est dit, quand il y a malédiction sur le royaume de France, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est passé le XIVe siècle, l'un des plus épouvantables de notre histoire. C'est-à-dire la peste noire, la guerre de 100 ans, la guerre civile, etc. On a tout eu. Les quelques années après, 1337, début de la guerre de 100 ans, toutes les batailles, on les perdait quasiment toutes, hein. Les Anglais occupaient 2 tiers du pays, c'est épouvantable, bon, etc., etc. Et on pouvait plus être sauvé, là, c'était vraiment, alors, si on dit, il faut pas être superstitieux, il faut pas croire à des sornettes, il n'y a rien qui prouve qu'il y a une bénédiction, mais l'histoire est là pour prouver que tout va de travers. Alors, si ça va pas de travers à cause de la bénédiction des Templiers, c'est que Dieu ne soutient plus notre pauvre France, ou c'est que tout va de travers pour X, Y raison. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse guerre de 100 ans, par laquelle on va finir. Hein. C'est-à-dire que quand Philippe le Bel est mort, 1314 aussi, il était tranquille un peu avant sa mort, il avait 3 fils. Et les 3 fils sont décédés en quelques années. On ne sait pas si c'est une malédiction. Premier fils, il fait quelques années, il meurt. Deuxième, il meurt. Troisième. Qui prend la succession? Alors, quand il n'y a plus d'héritier direct, on prend un héritier indirect, on prend un cousin. Un héritier au second degré, etc. Second degré, troisième degré, ce qu'on appelle des collatéraux. Ils sont toujours de sang royal, mais c'est vraiment un truc. Et de fil en aiguille, en cherchant dans les arbres généalogiques, on se retrouve que le roi d'Angleterre et un Français ont tous deux prétention au royaume de France. Parce que Philippe le Bel avait trouvé comme idée géniale de faire épouser sa fille au roi d'Angleterre pour resserrer les liens avec l'Angleterre, pensant jamais qu'en ayant 3 fils, ce roi qui avait du sang de la famille royale française pouvait dire prétendre au trône de France. Eh ben, moi, voilà, je peux prétendre au trône de France. Tolé, bien sûr, en France, les chevaliers, la mobilisation, mais le roi d'Angleterre a profité de l'occasion, débarquement en Normandie, débarquement en Calais, bataille, et au début, on perd toutes les batailles. 1300 et quelques, bon, ben, le roi de l'époque, Philippe le Bon, est fait prisonnier à Poitiers, et il est emmené, échangé contre rançon, c'est une vraie catastrophe. Et donc, de fil alors quand on dit la guerre de 100 ans, qui a duré en fait 116 ans, ça dure pas, il n'y a pas des batailles tous les jours. On fait 1, 2, 3 batailles, on perd, on signe un traité, il y a une trêve, pour X raison, ça reprend, tout le monde se rebagarre, on refait un traité, et puis de fil en aiguille, puis on passe je sais pas combien d'années, il n'y a jamais de solution à rien, un moment ça avance, un moment ça recule, un moment les Anglais ont des problèmes chez eux, un moment il n'y a pas moyen de payer les troupes, un moment il y a un roi qui dit, bon, je perds mon temps à faire la guerre en France, ça recule, un autre qui dit, oui, je devrais conquérir tout le pays, il avance, on profite en général de ce qui va mal, pour dire si ça va mal en France, il y a une querelle, une guerre dynastique, une guerre entre princes, bon, on attaque. Alors, il va se passer quelque chose de très curieux, c'est qu'à un moment, on a un roi qui s'appelle Charles VI, et que ce Charles VI va être frappé de folie. Alors, une folie pas totale, une folie intermittente, à un moment, il fait des crises de folie, il fait n'importe quoi, et certains essaient d'influer pour à diriger à sa place, à dire qu'il est plus en état d'assumer ses fonctions. À un moment, sa femme fera un peu le dessus. À un moment, l'un des grands princes de la cour, Louis d'Orléans, essaie de gouverner, profitant de... En Angleterre, on dit, ben, comme le roi est fou, il y a des problèmes à la cour de France, ça va. Et puis, à des moments, il est totalement lucide. Alors, quand le moment il était lucide, il reprend un peu de pouvoir, il décide telle chose. Donc, quand il est dans des phases de folie, c'est un peu embêtant. Il s'est passé quelque chose de très curieux dans la coulisse, c'est qu'il y avait une femme qui s'appelait Isabeau de Bavière,
qui était un peu dans la débauche. Bon, déjà, elle pouvait prendre prétexte que son mari avait des crises de folie qui menaçaient de l'assassiner. Donc bon, elle pouvait aussi dire, bah, c'est pas drôle la vie à la cour, mais de son tempérament, c'était déjà quelqu'un assez porté sur la débauche, qui avait un nombre X, Y d'amants. Et vous verrez, je raconte pas ça pour la gaudriole, mais parce que ça a une importance dans la généalogie. Parce que si elle a un fils, est-ce qu'il est de Charles VI? Évidemment, imaginez le foin à la cour de France. Et quand il y avait une absence mentale du roi, qui avait, bon, chez ministre, conseil de régence, pour dire, on prend les mesures puisque le roi peut pas être, il y a eu deux clans. En gros, il y a eu un clan Louis d'Orléans, qui était l'un des principaux personnages de la cour, et un clan duc de Bourgogne, qui s'opposaient. C'était l'ennemi, archi-ennemi, sans vouloir à mort les deux, parce que bien sûr, les deux voulaient le pouvoir, être nommés régents, nommés je sais pas quoi. Ils essayaient de circonvenir Isabeau de Bavière en disant, soyez de notre côté, soyez pas de notre côté. Les deux, là, Orléans, Bourgogne, ils essayaient de se mettre un tel de leur côté. Bon, par exemple, la maison d'Anjou, la maison de Berry, la maison de Lorraine, elle était avec qui? Jusqu'au coup de théâtre du coup de théâtre, c'est que les Bourguignons, donc le duc Bourgogne, s'est allié avec les Anglais. Donc, on s'est retrouvé en France avec une guerre civile. On avait un clan bourguignon pro-anglais, un clan Armagnac-Orléans pro-français. En guerre civile, les deux cours et leurs hommes d'armes se faisaient des affrontements, etc., jusqu'au jour où le duc de Bourgogne a décidé de liquider le duc Louis d'Orléans. Et quand il sortait de chez sa maîtresse, qui était Isabeau de Bavière, la femme du roi, et dans une ruelle, il y a 18 spadassins qui se sont jetés sur lui. Il y avait deux écuyers, il n'a pas tenu le coup, il a reçu un coup de massue en travers du crâne, il était pris à travers le corps, il était complètement massacré. Et bien sûr, tout le monde s'est dit, c'est le duc de Bourgogne qui a fait le coup, et quand il a été interrogé pour dire, c'est vous le responsable, il a répondu oui. Parce que celui d'Orléans est abominable, essayait de circonvenir le roi, mais de l'autre côté, Tollet général, recherche de vengeance, quelques temps plus tard, c'est le duc de Bourgogne qui sera assassiné. On est là en France avec tous les Anglais qui occupent le pays. Bon. Et à un moment, ce fameux Charles VI a eu une crise beaucoup plus importante que les autres. Il a signé un traité avec l'Angleterre, comme quoi, à sa mort, il donnait son royaume en héritage au roi d'Angleterre. Tollé général à nouveau. Une mêlée générale. Alors, en général, quand il y a ça, notre chevalerie se mobilise, elle a été exterminée plusieurs fois. Azincourt, complètement exterminé. Bon, Crécy, complètement exterminé, etc. Les Anglais gagnaient presque partout. Donc, notre cour, elle était très, rien. Les Bourguignons tenaient Paris, ils tenaient avec les Anglais pour les terres réduits. La partie sud, le fameux Armagnac, et puis, justement, Languedoc, Provence, le sud de la France, Massif central. Curieusement, on va se retrouver à Bourges parce qu'à la suite de ça, eh bien, c'est le duc de Bourgogne qui devient le personnage plus important et le futur dauphin, enfin le fils de Charles VI, qui sera le futur Charles VII, eh bien, se réfugie à Bourges. Et on le retrouve à Bourges, fameux Bourges de Biturige, Avaricum, Bourges, etc., au centre de la France. Mais il n'est plus roi de rien, on l'appelle le petit roi de Bourges. Et voilà, on en est. Alors, il faut reprendre le pouvoir, vous êtes le roi de France. Il dit oui, je suis quand même de la famille royale, je suis fils de Charles VI, entre guillemets, parce qu'il n'en est pas tellement sûr, vu les activités, les activités de sa mère. Donc il doutait de sa naissance, il y avait une mauvaise langue qui avait lui dire, vous savez, vu ce que fait Isabeau de Bavière, vous n'êtes pas sûr d'être le fils du roi. Bon, décomposé. Lui, il ne pouvait pas soulever le peuple français alors qu'il n'y avait pas de légitimité. Et en plus, il avait beau être allé à Poitiers pour dire c'est moi le roi de France, je me fais proclamer roi, mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne pouvait pas être sacré à Reims, c'était en zone bourguignonne et anglais. Donc il ne pouvait pas aller à Reims. Et c'est dans ce contexte-là, absolument incroyable, que se passe l'histoire de Jeanne d'Arc, que tout le monde connaît. Alors l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire officielle dit la chose suivante, on est dans l'exemple d'une histoire officielle qui est plus abracadabrante qu'une histoire non officielle. C'est-à-dire dans l'histoire officielle, dans tous les livres d'histoire pour les enfants, l'école, on dit, eh bien, il y avait une pauvre petite paysanne à Domrémy qui gardait ses moutons et puis qui a entendu les voix du Seigneur
qui lui parlaient, mais aussi les voix de Saint-Michel, les voix de Sainte-Marguerite, les voix de Sainte-Catherine, qui lui disaient d'aller voir le roi pour lui demander d'être sacré à Reims et de jeter les Anglais hors de France. La fameuse expression « bouter l'Anglais hors du royaume de France ». Donc elle était chargée d'une mission. Elle y croit, cette jeune paysanne. On dit au début qu'elle a 17 ans. Bon, et va voir le grand chef militaire du coin qui s'appelle le Sire de Baudricourt et lui demande une escorte pour aller voir le roi, actuellement en résidence à Chinon. Lui, il dit que c'est de la faribole, elle rêve, elle entend des voix, bientôt il la mettrait en prison. Bon, mais elle revient quelques temps après, puis là, le gars, il a complètement changé. Il va lui fournir une escorte, des gardes pour l'emmener voir le roi. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait le changement, hein. C'est un peu curieux. Dans l'entretemps, il y a le duc de Lorraine, qui est pas loin d'Orimy, qui a entendu parler de cette histoire, qui invite Jeanne à venir la rencontrer. Ben, imaginez, c'est le duc de Lorraine, il entend parler qu'une paysanne a entendu des voix et veut voir le roi, et lui demande de venir le voir. Il discute avec elle, et il lui offre un cheval, un beau cheval blanc. Et elle monte à cheval et va vers Chinon avec une escorte, fournie par le fameux Baudricourt pour aller à Chinon. Alors, l'histoire officielle est déjà piétinée. Parce que comment une jeune paysanne, donc il est très, son procès dira, je connais ni A ni B, ce que je sais, je l'ai appris à l'église, peut penser jeter les Anglais au dehors de France, ce qui veut dire qu'elle connaît la situation politique. Et on s'apercevra qu'elle sait monter à cheval, manier la lance, mettre une armure, monter à l'assaut des tueurs de trucs. Bon, on s'est dit, il y a un truc. Alors, son histoire commence à être connue quand elle demande rendez-vous au roi pour aller Chinon où il est, pour lui révéler 2 secrets. Alors, la cour, l'entourage l'entourage du futur Charles VII, là, du roi Charles VII, est très, très inquiet, pensant que c'est une histoire complètement bidon, de croyances populaires bizarres, etc., décide de lui faire passer un test. Comme elle ne connaît pas le roi, qu'elle ne l'a jamais vu, qu'elle veut parler au roi, on va dissimuler le roi dans la foule. Comme ça, si elle arrive, on va dire, vous voulez parler au roi, ben parlez-lui. Elle va chercher, elle connaît rien. Bon, ça va sembler ridicule. Et donc, il va se passer quelque chose, c'est qu'en rentrant dans la salle, elle va aller directement vers le roi. Alors qu'il s'est déguisé. Il n'est pas en habit royal, il est en habit commun, comme n'importe quel homme de la cour. Et quand elle va avancer vers lui, il va attendre son index à note pour dire non, le roi, c'est celui-là, là-bas. Non, gentil dauphin, vous êtes le roi. Alors, stupéfaction à la cour, parce que le roi, en titre, c'est lui, l'appelle gentil dauphin. C'est-à-dire, en gros, le dauphin apprenti roi, et comme son père n'est plus là, le roi, c'est lui. Donc, bon, tout le monde est un peu refroidi, puis se dit, bon, ben là, les incarcérés en sortant, pas du tout. Le roi l'entraîne à l'écart, et bon, parce qu'il a eu l'idée qu'elle avait une révélation à faire. Alors, elle lui chuchote à l'oreille quelque chose, les conseillers ont peur, ils sont prêts à tirer l'épée, parce qu'elle a peut-être un poignard quelque part, elle va poignarder le roi, c'est peut-être un agent d'Angleterre, etc. Elle lui dit quelque chose à l'oreille, on voit le roi qui est très triste, très taciturne, soudain avoir un beau sourire, et puis après, dans une autre pièce, va lui révéler un autre secret. Premier secret, ce serait le secret de la naissance. Elle lui aurait certifié qu'il était vraiment le fils de Charles VI, donc roi officiel en titre, il n'avait pas à s'inquiéter des frasques de sa mère, en quelque chose. Et le deuxième secret, alors là, il est invérifiable, forcément, ce serait qu'elle saurait où est le Graal. Là, l'une des plus grandes légendes médiévales, c'est ouais. Sire, vous êtes protégé parce que le Graal est là, le réside le lieu. Bon, alors le roi est complètement sidéré par cette chose. Et alors, elle demande en plus après, quand on voit qu'elle est reçue, admise à la cour, il y a un repas, tout ça, de grands conseillers sont là, Jeanne d'Arc. Elle demande une escorte, une armure, et de conduire une armée à la délivrance d'Orléans. Et le roi accepte. On lui donne un destrier, une armure qui vaut 2 fois le prix des armures des chevaliers, etc., des servantes, des écuyers, un maréchal qui l'accompagne pour les conseils militaires, les opérations militaires, un truc absolument inouï. Et on se dit, mais est-ce que les militaires vont être acceptés qu'une femme les conduise avec son étendard, là, qu'elle va brandir à la tête des troupes?
Bon, et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein. Ça marchait. Donc elle a délivré le siège d'Orléans que les Anglais faisaient. Elle était une héroïne, le siège a été levé, l'armée anglaise est en retrait. Après, elle les poursuit, il y a une deuxième bataille, les Anglais sont battus et reculent. Elle revient à Chinon pour dire au roi, ben maintenant, Majesté, il faut aller vous faire sacrer à Reims. Et en attendant de partir, elle est logée dans une tour du château de Chinon, qui est la tour du Coudray, où elle a été emprisonnée des grands maîtres templiers. Et ensuite, donc, la chevauchée commence. De Chinon, Bourges, on remonte à Reims, en prenant les villes au passage, pro-anglaises, pro-bourguignonnes, etc. Puis des villes ouvrent leurs portes, se rendent. C'est le roi de France qui arrive, le pas de frais, en gros, il s'ouvre, il passe de ce côté. Et le roi va être sacré à Reims comme ça, parce que le but, c'était tout à fait dans l'optique traditionnelle. Tant que vous n'êtes pas sacré, le peuple ne fera rien. Alors, il se cumule deux choses. Quand le roi est sacré, bon, un nouveau roi officiel, réel, valable, la population peut se soulever contre l'anglais, et on a une héroïne envoyée par le Seigneur pour délivrer la France. Alors là, c'est un soulèvement dans tout le pays. Nos armées gagnent quasiment partout. Les Anglais sont retraitent dans tous les coins. Bon, sauf Paris, c'est encore tenu par l'ennemi, la Normandie, la Guyenne, les dernières nations. Enfin, on a repris une bonne partie du pays. Ah, forcément, Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne nationale. Hein, et ça, c'est des vérités historiques. Hein. Il n'y a rien à part cette histoire de Graal. Là. Bon, reste le mystère principal. Comment une jeune fille qui est censée avoir 17 ans peut avoir fait tout ça. Alors, en fait, elle n'aura pas 17 ans, mais 22. Et en fait, bon, elle s'appelle pas d'Arc. En général, quand on rencontre ça, on dit si Jeanne d'Arc n'est pas de Jeanne d'Arc, il n'y a pas de l'âge qu'elle déclare, parce qu'on n'a jamais pu vérifier sa date de naissance réelle. Si elle a 22 ans, on comprend qu'elle puisse conduire une armée à 17. Ben, c'est pas possible. Quand vous voyez la place de la femme de l'époque dans la société médiévale, vous ne pouvez pas avoir un rôle militaire. Vous ne pouvez pas conduire une armée. Et on ne pense pas qu'une paysanne qui garde des moutons, comment elle aurait pu apprendre à monter à cheval? Parce que cavalière émérite, à Ça 17 s'apprend pas ans, comme ça en claquant ça des doigts. voudrait dire que depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, on l'a appris à monter à cheval. Alors, il paraît qu'elle maniait l'étendard, c'est rien, l'épée. Et quand elle a fait la révérence au roi, on aurait dit qu'elle a fait la révérence toute sa vie. Pour une paysanne, c'est pas possible. Alors, on s'est dit, il y a un mijotage dans la coulisse. Il y a un mijotage dans la coulisse, mais c'est un Himalaya. C'est que cette fameuse Isabeau de Bavière avec tous ses amants, dont l'amant, c'était Louis d'Orléans, le principal personnage politique d'une certaine époque après le roi et qui a été assassiné, qui donc avait relation avec Isabeau de Bavière. Ensuite, cette Isabeau de Bavière s'est retrouvée enceinte, et pas du roi Charles VI. Et donc, elle a accouché, et soudain, on apprend que l'enfant qu'elle a mis au monde est mort-né, qui s'appelle Philippe. Et donc, ce Philippe est construit au cimetière, machin, on met tous les enfants décédés le jour de l'accouchement. Là, même fils de roi. Alors, forcément, on ne peut pas ramener le corps à la cour, parce que le roi, il sait très bien que l'enfant, c'est pas de lui. Et donc, officiellement, il y a un acte de décès. Ouais. Sauf qu'il y avait des jumeaux. Donc, on avait la Encore une histoire de couverture. jumeaux. Oui, on avait la couverture du décès par le petit garçon, mais l'autre bébé est une fille qui sera Jeanne d'Arc. Donc elle serait la demi-sœur du roi de France. Absolument. Et donc, comme cette Jeanne, qui s'appelle pas d'Arc, mais d'Orléans, on peut pas le dire, parce que d'Orléans, on peut pas dire que Louis d'Orléans couche avec la femme du roi. Bon. Et Isabeau de Bavière ne peut pas dire à son mari, j'ai une petite fille, on ne peut pas l'élever à la cour. Donc, on va l'envoyer dans un coin absolument perdu et on tombe sur Don Rémy. Et donc, le berceau arrive avec la petite fille, etc., avec une escorte quand même, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains de l'ennemi. Il y a des gardes avec des torches. Alors, les villageois sont absolument effarés, parce que c'est un grand cortège comme si c'était princier. Parce que pour être accompagné de gardes portant torches et d'une escorte, vous ne pouvez pas être une paysanne. Sauf qu'on va la mettre dans une famille qui est une mèche avec tous les organisateurs de ces choses, et ça deviendra famille Jacques, Isabelle d'Arc, les parents d'Arc. Ce qui est très, très curieux. Donc, elle était élevée là,
elle passe une enfance, j'allais dire à peu près classique, mais ça pourrait expliquer qu'on lui ait appris le français, la révérence, monter à cheval et quelques idées sur la situation du pays. Alors, il y a une dame qui s'en occupe, bon, qui s'appelle Colette de Corbie. Colette de Corbie va faire, c'est un peu comme si c'était une agente secrète, bon, quelque chose, qui va aller lui donner des conseils, l'informer, la préparer en gros à son rôle futur de Jeanne d'Arc, libératrice du pays. Alors, si c'est vrai, parce qu'il y a forcément des preuves de ça, on n'en a pas beaucoup, c'est normal qu'elle connaisse le roi, puisque c'est sa demi-sœur. Hein. Mais si c'est vrai et qu'on l'a préparé depuis si longtemps, ça remet en cause toute cette version très cléricale de voix du Oui, Seigneur oui, bien sûr. Et alors, on dit, mais cette Colette de Corbie qui deviendra sainte Colette de Corbie, en plus, c'est une sainte, mais elle ne doit pas être tout seule. Elle doit faire partie d'un réseau, et on trouve dans le réseau des Orléans, parce que bien sûr, Louis d'Orléans assassiné par les Bourguignons, alliés des Anglais, et Louis d'Orléans, eh bien l'amant de la reine, c'est quelqu'un de considérable, et c'est notre camp, c'est le camp de Charles VII. Alors c'est normal que, en fait, cette Jeanne est sa famille. C'est fille de Louis d'Orléans, à un moment, on s'est dit, Charles VII est peut-être aussi un fils adultérin de, bon, de ce Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière, mais là, avec les dates, à quel moment elle était à la cour, à quel moment elle était avec le roi, à quel moment Louis d'Orléans était en campagne militaire, machin. Là, les dates correspondent beaucoup moins. Et c'est ça qu'elle est allée dire au roi. Vous doutez de votre naissance, mais là, vous, c'est pas possible, vous êtes le vrai fils de Charles VI. Mais moi, Jeanne, enfin, lui dit pas, je suis votre sœur, votre demi-sœur, maman. Il doit commencer à se douter de quelque chose parce que derrière, alors c'est ça l'immense secret de ces choses, derrière, vous avez Yolande d'Aragon. Alors, Yolande d'Aragon, comme son nom l'indique, c'est une Espagnole, mais elle a épousé le duc d'Anjou. Et donc, le duc d'Anjou, c'est l'un des personnages les plus considérables de France, après les Orléans, les ducs de Bourgogne et tout le reste, parce que ce duc d'Anjou possède aussi le duché de Provence et possède la Sicile. Et ce sont les descendants des anciens rois de Jérusalem. Alors, parce qu'il y a eu des ducs d'Anjou, rois de Jérusalem. Alors, quand vous en êtes là, vous dites que la maison d'Anjou est considérable et cette fameuse Yolande d'Aragon qui est hostile aux Anglais qui veulent mettre la main sur l'Anjou, donc pas question, hostile aux Bourguignons, elle n'aime pas, c'est la cour rivale, ils sont plus proches des Orléans, donc la Bourgogne, c'est l'ennemi, etc. Et a décidé de jouer la carte de Charles VII. Il s'est trouvé que quand il y avait des problèmes à la cour, que quand la cour était menacée d'être prise par les Anglais, etc., le petit Charles VII, tant qu'il était enfant, on l'a envoyé chez Yolande d'Aragon à Angers. Et donc, en fait, ce Charles VII a passé son enfance chez Yolande d'Aragon, qu'elle a dû. En gros, il se considérait comme sa mère. S'il y avait une mère un peu pas possible, pas souvent là, et c'est dénigré et honteux sans doute, mais là, il y avait, comme qui dirait, une vraie mère. Alors, est-ce qu'elle en a profité pour diriger le dauphin dans la maison? Et quand il est devenu roi, elle a fait des intrigues pas possibles pour que tous les mauvais conseillers soient éliminés, pour casser l'alliance de la Bourgogne avec l'Angleterre, de fil en aiguille. Et en voyant, alors quand elle a su qu'il y avait cette petite Jeanne, etc., c'est elle qui a décidé la famille d'Arc, et c'est elle qui a envoyé Colette de Corbie en mission spéciale pour préparer Jeanne d'Arc à sa mission de libératrice de la France. Donc en fait, c'est un coup monté quasiment monumental par en fait une dame totalement inconnue d'histoire qui s'appelle Yolande d'Aragon. Alors c'est ça où je disais tout à l'heure que l'histoire officielle va dire mais apportez les preuves documentaires de ça. Vous ne pouvez pas, tout s'est passé dans la coulisse, tout s'est passé dans le secret, sauf la présomption d'interprétation. Parce que ça reste absolument impossible que Jeanne d'Arc soit une paysanne qui conduit une armée, qui ait libéré le pays, qui est ceci, qui est cela. Oui, comme tu disais en début d'émission, parfois l'hypothèse secrète cachée de l'histoire est bien plus cohérente que... Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Là, on a un exemple typique, c'est de dire si vous voulez expliquer les choses. Parce que l'histoire des interventions de Jeanne d'Aragon, quand on dit Jeanne d'Arc rencontre le roi à Chinon à la cour devant tout le personnel de la cour, dans la foule, il y a Jeanne d'Aragon.
Quand vous allez au Sacre, dans la foule, il y a Jeanne d'Arc, Yolande d'Aragon, pardon. Et quand vous avez tel endroit, on dit, ah ben, Jeanne d'Arc a rencontré Colette de Corbie. Sans savoir que Colette de Corbie, les Orléans, les Anjou sont je peux pas dire la même machination, c'est pas même. On préparait Jeanne d'Arc. En plus, il y a un mythe Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, il y a tout un tas de prophéties depuis des années qui disaient que la France serait libérée de l'anglais par une jeune fille vierge. Et on a répandu ça dans tous les milieux, un peu partout pendant des années et des années. Et puis soudain, la jeune fille vierge arrive forcément. Oui, donc là, il n'y a plus qu'à dérouler Oui, donc dérouler la tout a scène. été une organisation absolument démente. Il fallait un cerveau comme un ordinateur pour faire ça. Hein, et donc, alors c'est probant quand c'est expliqué comme ça. Parce que quand vous recoupez les lieux, ce qui a été dit, l'attitude du roi, l'attitude du machin, ceci, puis les quelques traces officielles qu'on a de dire, bah, Yolande d'Aragon a quand même fait telle chose, voyagez là, était présente à tel endroit, bah, ça on le sait. La Colette de Corbie, elle est connue, elle est une véritable personne existante, donc machin, Duc d'Armagnac qui fait telle chose. Bon, par exemple, à un moment, Charles VII présente à Jeanne d'Arc son cousin d'Alençon. Alors, il dit voilà, c'est mon cousin d'Alençon, duc d'Alençon. Jeanne d'Arc et duc d'Alençon fraternisent. Il dit tiens, on va faire quelque chose, on va s'amuser à faire une joute. Donc il faut une joute à la lance. On s'aperçoit que Jeanne d'Arc monte à cheval mieux que lui. Je dis bon. Elle vient de Dorémy. C'est du monde, quoi. Il faut bien le dire, quoi. Bon, il y avait une prophétie qui disait une jeune fille viendra en chevauchant le Sagittaire. Bon, alors là, c'était incompréhensible, c'était quasiment du Nostradamus dans la formule. Puis après, on s'est dit le Sagittaire, c'est le Centaure tire à l'arc. Ah, c'est Jeanne d'Arc, et dans les armes de la famille d'Arc, les parents adoptifs, vous avez un arc et 3 flèches. Et donc, en gros, on a préparé le terrain pendant très longtemps. On a éliminé les partisans de l'Angleterre déguisés à la cour de Charles VII, enfin faisant joindre l'ennemi en étant à l'intérieur, enfin une machin ceci, et tout organisé. Pourquoi les villes se sont libérées si facilement? Pourquoi ceci? Pourquoi patati patata? Eh bien, parce que c'est un peu préparé avant et surtout soutenu dans les coulisses. Et donc, forcément, il y a une suite. À un moment, on va dire, mais c'est bien beau, mais cette Jeanne d'Arc va finir par être attrapée à Compiègne, va être attrapée et va être brûlée. Ah, c'est très embêtant. C'est-à-dire avec la fée Yolande d'Aragon, là, visiblement, là, il y a eu un dérapage, elle n'a rien pu faire. Qu'a fait Charles VII. Alors, c'est un complot, là, mais qui irait dans l'autre sens. À un moment, elle a trouvé, forcément, si c'est l'admission du roi, elle peut se permettre bien des choses. Mais certains à la cour, et le roi peut-être lui-même, ont trouvé que ça allait un peu trop loin, qu'elle avait fini son rôle, qu'il était sacré. Puis maintenant, ben, tu retournes dans une boîte, on va peut-être te donner un château, tranquille, ciel, pour le tempérament, ce genre de choses. L'épée, l'anglais, encore dans le pays, on n'a pas encore repris Paris, et elle veut reprendre Paris aux mains de l'ennemi. Sauf que l'état-major veut pas. Donc elle va réunir 300 guerriers, ses partisans, ceux qui l'aiment bien, ceux qui ne jurent que par elle, pour attaquer Paris. C'est une faribole, quoi. Donc, ils arrivent à Compiègne, forcément, ils tombent dans un piège, l'ennemi est 100 fois plus nombreux, elle est désarçonnée, elle est prise, pas par les Anglais, mais par les Bourguignons. C'est les Bourguignons qui l'ont attrapée. Forcément, ils la détestent, comme c'est pas possible. Ah, puisque l'ennemi, c'est eux, hein, s'ils tiennent avec les Anglais, si Charles VII gagne, leur compte est bon, etc. Et eux, ils trouvent pas mieux que de la vendre aux Anglais. Donc, Jeanne a été vendue par les Bourguignons aux Anglais. Et là-dessus intervient l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est pas l'université d'aujourd'hui où on fait des études, c'est les théologiens. On appelle l'Université de Paris les grands théologiens de l'Église catholique en France, qui sont presque tous dominicains. Et qui dit dominicain dit l'Inquisition. Puisque Saint-Dominique a fondé l'Inquisition, en gros, il y a parmi eux des inquisiteurs. Et les inquisiteurs n'ont qu'une seule idée, Jeanne d'Arc pour faire ce qu'elle a fait, parce qu'eux, ils ignorent tout, Jeanne d'Aragon, une substitution d'enfants, etc. Eux voient le côté surnaturel. Fatalement, elle peut être surnaturelle, mais diabolique. Une sorcière. Voilà, parce que c'est pas possible une femme en armure, c'est pas possible une femme habillée en homme. Bon, en gros, on ne peut être que possédé par le diable. Donc, il faut qu'elle soit brûlée. Alors, on dit, on va brûler Jeanne d'Arc, elle sera comme sorcière. Hein. Mais l'argument principal, c'est à oser mettre
a osé porter des vêtements d'homme. Il paraît que c'est un sacrilège inouï, parce que dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, la femme ne s'habillera pas en homme, l'homme en femme, pour donner le change dans les sexes. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, les femmes s'habillent en homme, les hommes s'habillent en femme, comme pour rigoler. On est tout à fait dans l'interdiction biblique. Et elle, comme elle se déplaçait avec des tenues d'homme, alors qu'on est en armure, qu'on conduit une armée. Donc, son compte est bon pour l'Église. Les Anglais, ils sont plus réservés. C'est très curieux, c'est le grand régent d'Angleterre qui dirige les opérations militaires anglaises en France. Il est bien content d'avoir Jeanne d'Arc. En plus, il hérite d'un cadeau empoisonné puisque les boucliers ont dans leur filet. C'est que lui, il croit vraiment qu'elle a un pouvoir surnaturel. Alors, c'est très embêtant parce que si on l'exécute, peut-être que là-haut, au ciel, lui, il y croit aussi au ciel. C'est pas très favorable. Et puis, il se dit, mais les Français, mais ils vont en faire une martyre. Mais non, notre compte est bon, donc il essaie de surseoir. Alors, l'instruction du procès dure indéfiniment. C'est-à-dire arrêté en 1429, 1431, on n'a pas encore Décider de son le sort. procès de fait. Alors, comme on sait dans l'histoire, et l'évêque Cochon, évêque de Rouen, de mèche avec les Anglais, parce que lui est partisan des Anglais, il tient avec les Anglais, Rouen est d'ailleurs sous coupe anglaise, et l'instructeur du procès. On ne sait pas ce qu'il fabrique, il trouve toujours un truc pour retarder le procès. Alors, les fameux inquisiteurs, là, les dominicains de l'Université de Paris, le pressent. On a des messages écrits. Hein. Comment ça se fait que Jeanne n'est pas encore jugée? Comment ça se fait? Là, on a des pièces. Hein. Les historiens officiels peuvent dire bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais alors, dans la coulisse, c'est encore un truc incroyable. D'abord, Jeanne d'Arc, qui va être accusée de sorcellerie, elle n'est jamais mise dans une prison ecclésiastique des locaux de l'Inquisition. Elle est dans des châteaux normaux, classiques. Et le dernier château avant Rouen, où elle doit passer au procès, est absolument extraordinaire. Parce que dans le château, elle a été mise, soi-disant, dans une cellule. Il y en a qui disent qu'elle était enchaînée dans les caves, d'autres, elle avait une chambre avec un taquet, et puis elle pouvait avoir des visites, etc. Dans le même château, il y avait le roi d'Angleterre, il y avait le régent anglais de France. Alors, le roi d'Angleterre, qui avait 6 ans à l'époque, il avait un régent qui était celui qui était maître de la France, la partie anglaise. Alors, imaginez, vous avez une condamnée pour sorcellerie qui est dans le même château que le roi d'Angleterre et le régent. Mais ça passe totalement inaperçu auprès des historiens officiels. On se demande absolument pas pourquoi et comment. Et donc, il y a une deuxième influence secrète, c'est que, et on se dit, qu'est-ce qu'il fait Charles VII pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font les généraux qui ont combattu Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui fait ceci? Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est de dire qu'en gros, l'idée de Charles VII, c'était bien sûr de sauver sa demi-sœur quand même, et de faire une tractation avec le roi anglais. C'est-à-dire, en gros, vous la condamnez pas, mais qu'est-ce que vous donnez en échange? On va négocier. Les Dominicains ne veulent pas négocier. Les autres veulent négocier. Cochon, il est dans le milieu, mais il paraît que c'est un diplomate hors pair. Il va essayer de concilier tous les trucs. Bon, mais il va échouer, puisqu'on va dire, ben voilà, le procès, le tribunal décide que Jeanne d'Arc est blasphématoire, comment dire, les vêtements dont je parlais tout à l'heure, sacrilège, elle a fait verser le sang des hommes, c'est bien sûr, à la guerre, encourageant les soldats à libérer le pays. Elle a fait verser le sang dans une guerre, on fait toujours verser le sang de l'ennemi, mais là, il paraît que c'était une calamité. Donc, elle va être brûlée quand même. Donc, Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen. Tout le monde le sait, par la femme évêque Cochon, qui porte bien son nom, bien entendu. Ça s'écrit CEU quand même. Mais il y a encore un complot. Encore. Oui, oui, parce que cette histoire n'en finit pas. C'est l'une des histoires les plus hallucinantes qui soit avec l'histoire de Reine de Château. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir brûlé le vrai Jeanne d'Arc. Ah ouais. Parce que quelques années après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à Orléans? Qu'il y a des chevaliers qui passent, qu'il y a une femme en armure avec, elle enlève son casque, on reconnaît que c'est Jeanne d'Arc. Ah, on dit, mais c'est un sosie, c'est Jeanne des Armoises qui fait courir partout le bruit dans le pays, qu'elle a été sauvée du feu et qu'elle est Jeanne d'Arc. On fait une enquête. Aujourd'hui, les historiens pensent que c'est un complot de sa part pour l'imiter, mais sans que ce soit une vraie. Sauf que quelque temps après, on retrouve la même chose avec une autre. Et on se dit, tiens, il y a une Jeanne d'Arc qui passe, en gros. Et donc, le secret de l'histoire, c'est qu'on aurait changé les corps. C'est-à-dire que la personne qui sera le bûcher, c'est pas Jeanne d'Arc,
que dans la fameuse forteresse où elle logeait avant son procès, avant l'exécution. C'est bourré de souterrains, se passait évacué, on aurait changé 2 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il y a une preuve. C'est que quand Jeanne d'Arc est sortie de sa prison, de l'endroit où elle était en prison pour son exécution, a été bien sûr passée à travers la foule, etc. Mais elle avait un voile sur la tête. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu un visage découvert. Ah, ça, c'est une des chroniques. Jeanne d'Arc était voilée entre sa prison et le bûcher. Alors, bon, le complot, il est gros. Hein. Est-ce que c'était une pratique, à ton avis, est-ce que c'était Alors, je crois pas, ça se faisait voilà. pas. Non, normalement, ça se faisait pas. Le coupable, le criminel, lui mettait une chemise rouge, était coupable de tous les crimes de la terre, mais on montrait bien sa tête au peuple. Mais alors là, bon, etc. Donc, ce qui se serait passé, c'est qu'ils auraient pris une pauvre fille, qu'ils auraient une prostituée ou une incarcérée de droit commun, qu'ils auraient plus ou moins droguée, après ça s'apprend dans le cirage, le voile sur la tête et brûlé à la place de Jeanne d'Arc, qui est évacuée par les souterrains, aurait continué, tout le monde était tranquille, le roi d'Angleterre n'avait rien fait, Charles VII l'avait sauvé, et tout était tranquille. Ça fait quand même beaucoup. C'est une histoire extraordinaire. Ah oui? Ça fait un peu quand même un truc extraordinaire. Et en plus de tout ça, il y aurait encore derrière les franciscains. Alors, ça c'est une histoire absolument incroyable parce que la fameuse Yolande d'Aragon, la fameuse Colette de Corbie, tout un tas de collatéraux, etc., sont en fait du tiers-ordre franciscain. En gros, il y a des franciscaines et des franciscains, il y a un ordre officiel, c'est des moines, c'est des religieux, puis le tiers-ordre, c'est des gens qui sont laïcs, mais qui épousent la cause charitable de Saint François. Et en gros, cet ordre-là aurait opté Charles VII aussi, aurait opté Jeanne d'Arc aussi, et aurait financé toutes les opérations. Louis d'Orléans. Et quand il sortait de chez sa maîtresse, qui était Isabeau de Bavière, la femme du roi, et dans une ruelle, il y a 18 spadassins qui se sont jetés sur lui. Il y avait 2 écuyers, il n'a pas tenu le coup, il a reçu un coup de massue en travers du crâne, il était pris à travers le corps, il était complètement massacré. Hein. Et bien sûr, tout le monde s'est dit, c'est le duc de Bourgogne qui a fait le coup, et quand il a été interrogé pour dire c'est vous le responsable, il a répondu oui. Parce que ce Louis d'Orléans est abominable, essayait de circonvenir le roi, mais de l'autre côté, Tollé général, recherche de vengeance, quelques temps plus tard, c'est le duc de Bourgogne qui sera assassiné. On est là en France avec tous les Anglais qui occupent le pays. Hein. Bon. Et à un moment, ce fameux Charles VI a eu une crise beaucoup plus importante que les autres. Il a signé un traité avec l'Angleterre, comme quoi, à sa mort, il donnait son royaume en héritage au roi d'Angleterre. Tollé général à nouveau. Une mêlée générale. Alors, en général, quand il y a ça, notre chevalerie se mobilise, elle a été exterminée plusieurs fois. Azincourt, complètement exterminé. Bon, Crécy, complètement exterminé, etc. Les Anglais gagnaient presque partout. Donc, notre cour, elle était très, bon, rien. Les Bourguignons tenaient Paris, ils tenaient avec les Anglais pour les terres réduits. La partie sud, le fameux Armagnac, et puis, justement, Languedoc, Provence, le sud de la France, Massif central. Curieusement, on va se retrouver à Bourges parce qu'à la suite de ça, eh bien, c'est le duc de Bourgogne qui devient le personnage plus important et le futur dauphin, enfin le fils de Charles VI, qui sera le futur Charles VII, eh bien, se réfugie à Bourges. Et on le retrouve à Bourges, fameux Bourges de Biturige, Avaricum, Bourges, etc., au centre de la France. Mais il n'est plus roi de rien, on l'appelle le petit roi de Bourges. Et voilà, on en est. Alors, il faut reprendre le pouvoir. Vous êtes le roi de France. Il dit oui, je suis quand même de la famille royale, je suis fils de Charles VI, entre guillemets, parce qu'il n'en est pas tellement sûr. Vu les activités, les activités de sa mère, donc il doutait de sa naissance. Il y avait une mauvaise langue qui avait lui dire, vous savez, vu ce que fait Isabeau de Bavière, vous n'êtes pas sûr d'être le fils du roi. Bon, décomposé. Lui, il pouvait pas soulever le peuple français alors qu'il n'y avait pas de légitimité. Et en plus, il avait beau être allé à Poitiers pour dire c'est moi le roi de France, je me fais proclamer roi, mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il pouvait pas être sacré à Reims, c'était en zone bourguignonne et anglais. Donc il pouvait pas aller à Reims. Et c'est dans ce contexte-là, absolument incroyable, que se passe l'histoire de Jeanne d'Arc, que tout le monde connaît. Alors, l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire officielle dit la chose suivante. On est dans l'exemple d'une histoire officielle
qui est plus abracadabrante qu'une histoire non officielle. Hein, c'est-à-dire dans l'histoire officielle, dans tous les livres d'histoire pour les enfants, l'école, on dit, eh bien, il y avait une pauvre petite paysanne à Domrémy qui gardait ses moutons et puis qui a entendu les voix du Seigneur qui lui parlaient, mais aussi les voix de Saint-Michel, les voix de Sainte-Marguerite, les voix de Sainte-Catherine, qui lui disaient d'aller voir le roi pour lui demander d'être sacré à Reims et de jeter les Anglais hors de France. La fameuse expression « bouter l'Anglais hors du royaume de France ». Donc elle était chargée d'une mission. Elle y croit, cette jeune paysanne. On dit au début qu'elle a 17 ans. Bon, et va voir le grand chef militaire du coin qui s'appelle le Sire de Baudricourt et lui demande une escorte pour aller voir le roi, actuellement en résidence à Chinon. Lui, il dit que c'est de la faribole, elle rêve, elle entend des voix, bientôt il la mettrait en prison. Bon, mais elle revient quelques temps après, puis là, le gars, il a complètement changé. Il va lui fournir une escorte, des gardes pour l'emmener voir le roi. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait le changement, hein. C'est un peu curieux. Dans l'entretemps, il y a le duc de Lorraine, qui est pas loin d'Oremy, qui a entendu parler de cette histoire, qui invite Jeanne à venir la rencontrer. Ben, imaginez, c'est le duc de Lorraine, il entend parler qu'une paysanne a entendu des voix et veut voir le roi, et il lui demande de venir le voir. Il discute avec elle, et il lui offre un cheval, un beau cheval blanc. Et elle monte à cheval et va vers Chinon avec une escorte, fournie par le fameux Baudricourt pour aller à Chinon. Alors, l'histoire officielle est déjà piétinée. Parce que comment une jeune paysanne, donc illettrée, son procès dira « je connais ni A ni B, ce que je sais, je l'ai appris à l'église », peut penser jeter les Anglais au dehors de France, ce qui veut dire qu'elle connaît la situation politique. Et on s'apercevra qu'elle sait monter à cheval, manier la lance, mettre une armure, monter à l'assaut des tueurs de trucs. Bon, on s'est dit, il y a un truc. Alors, son histoire commence à être connue quand elle demande rendez-vous au roi pour aller Chinon où il est, pour lui révéler 2 secrets. Alors, la cour, l'entourage du futur Charles VII, là, du roi Charles VII, est très, très inquiet, pensant que c'est une histoire complètement bidon, de croyances populaires bizarres, etc., décide de lui faire passer un test. Comme elle ne connaît pas le roi, qu'elle ne l'a jamais vu, qu'elle veut parler au roi, on va dissimuler le roi dans la foule. Comme ça, si elle arrive, on va dire, vous voulez parler au roi, ben parlez-lui. Elle va chercher, elle connaît rien. Bon, ça va sembler ridicule. Et donc, il va se passer quelque chose, c'est qu'en rentrant dans la salle, elle va aller directement vers le roi. Alors qu'il s'est déguisé. Il n'est pas en habit royal, il est en habit Y, commun, comme n'importe quel homme de la cour. Et quand elle va avancer vers lui, il va attendre son index vers un autre pour dire non, le roi, c'est celui-là, là-bas. Non, gentil dauphin, vous êtes le roi. Alors, stupéfaction à la cour, parce que le roi, en titre, c'est lui, l'appelle gentil dauphin. C'est-à-dire, en gros, le dauphin apprenti roi, et comme son père n'est plus là, le roi, c'est lui. Donc, bon, tout le monde est un peu refroidi, puis se dit, bon, ben là, les incarcérés en sortant, pas du tout. Le roi l'entraîne à l'écart, et bon, parce qu'il a eu l'idée qu'elle avait une révélation à faire. Alors, elle lui chuchote à l'oreille quelque chose, les conseillers ont peur, ils sont prêts à tirer l'épée, parce qu'elle a peut-être un poignard quelque part, elle va poignarder le roi, c'est peut-être un agent d'Angleterre, etc. Elle lui dit quelque chose à l'oreille, on voit le roi qui est très triste, très taciturne, soudain avoir un beau sourire, et puis après, dans une autre pièce, va lui révéler un autre secret. Premier secret, ce serait le secret de la naissance. Elle lui aurait certifié qu'il était vraiment le fils de Charles VI, donc roi officiel en titre, il n'avait pas à s'inquiéter des frasques de sa mère, en quelque chose. Le deuxième secret, alors là, il est invérifiable, forcément, ce serait qu'elle saurait où est le Graal. Là, l'une des plus grandes légendes médiévales, c'est ouais. Sire, vous êtes protégé parce que le Graal est là, le réside le lieu. Bon, alors le roi est complètement sidéré par cette chose. Et alors, elle demande en plus après, quand on voit qu'elle est reçue, admise à la cour, il y a un repas, tout ça, de grands conseillers sont là, Jeanne d'Arc. Elle demande une escorte, une armure, et de conduire une armée à la délivrance d'Orléans. Et le roi accepte. On lui donne un destrier,
une armure qui vaut 2 fois le prix des armures des chevaliers, etc., des servantes, des écuyers, un maréchal qui l'accompagne pour les conseils militaires, les opérations militaires, un truc absolument inouï. Et on se dit, mais est-ce que les militaires vont être acceptés qu'une femme les conduise avec son étendard, là, qu'elle va brandir à la tête des troupes? Bon, et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, ça marchait. Donc elle a délivré le siège d'Orléans que les Anglais faisaient, elle était une héroïne, le siège a été levé, l'armée anglaise est en retrait, après elle les poursuit, il y a une deuxième bataille, les Anglais sont battus et reculent, elle revient à Chinon pour dire au roi, ben maintenant, Majesté, il faut aller vous faire sacrer à Reims. Et en attendant de partir, elle est logée dans une tour du château de Chinon, qui est la tour du Coudray, où elle a été emprisonnée des grands maîtres templiers. Et ensuite, donc, la chevauchée commence. De Chinon, Bourges, on remonte à Reims, en prenant les villes au passage, trop anglaises, trop bourguignonnes, etc. Puis des villes ouvrent leurs portes, se rendent. C'est le roi de France qui arrive, le pape frère, en gros, il s'ouvre, il passe de ce côté. Et le roi va être sacré à Reims comme ça, parce que le but, c'était tout à fait dans l'optique traditionnelle. Tant que vous n'êtes pas sacré, le peuple ne fera rien. Alors, il se cumule de choses. Quand le roi est sacré, bon, un nouveau roi officiel, réel, valable, la population peut se soulever contre l'anglais, et on a une héroïne envoyée par le Seigneur pour délivrer la France. Alors là, c'est un soulèvement dans tout le pays. Nos armées gagnent quasiment partout. Les Anglais sont retraitent dans tous les coins. Bon, sauf Paris, c'est encore tenu par l'ennemi, la Normandie, la Guyenne, les dernières nations. Enfin, on a repris une bonne partie du pays. Ah, forcément, Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne nationale. Hein, et ça, c'est des vérités historiques. Hein. Il n'y a rien à part cette histoire de Graal. Là. Bon, reste le mystère principal. Comment une jeune fille qui est censée avoir 17 ans peut avoir fait tout ça? Alors, en fait, elle n'aura pas 17 ans, elle a 22. Et en fait, bon, elle s'appelle pas d'Arc. Alors, en général, quand on rencontre ça, on dit si Jeanne d'Arc n'est pas de Jeanne d'Arc, il n'y a pas de l'âge qu'elle déclare parce qu'on n'a jamais pu vérifier sa date de naissance réelle. Si elle a 22 ans, on comprend qu'elle puisse conduire une armée à 17. Ben, c'est pas possible. Quand vous voyez la place de la femme de l'époque dans la société médiévale, vous ne pouvez pas avoir un rôle militaire. Vous ne pouvez pas conduire une armée. Et on ne pense pas qu'une paysanne qui garde des moutons, comment elle aurait pu apprendre à monter à cheval? Parce que cavalière émérite, à Ça 17 s'apprend pas ans, comme ça en claquant ça des doigts. voudrait dire que depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, on l'a appris à monter à cheval. Alors, il paraît qu'elle maniait l'étendard, c'est rien, l'épée. Et quand elle a fait la révérence au roi, on aurait dit qu'elle a fait la révérence toute sa vie. Pour une paysanne, c'est pas possible. Alors, on s'est dit, il y a un mijotage dans la coulisse. Il y a un mijotage dans la coulisse, mais c'est un Himalaya. C'est que cette fameuse Isabeau de Bavière avec tous ses amants, dont l'amant, c'était Louis d'Orléans, le principal personnage politique d'une certaine époque après le roi et qui a été assassiné, qui donc avait relation avec Isabeau de Bavière. Ensuite, cette Isabeau de Bavière s'est retrouvée enceinte, et pas du roi Charles VI. Et donc, elle a accouché, et soudain, on apprend que l'enfant qu'elle a mis au monde est mort-né, qui s'appelle Philippe. Et donc, ce Philippe est construit au cimetière, machin, on met tous les enfants décédés le jour de l'accouchement, là, même fils de roi. Alors, forcément, on ne peut pas ramener le corps à la cour, parce que le roi, il sait très bien que l'enfant, c'est pas de lui. Et donc, officiellement, il y a un acte de décès. Ouais, sauf qu'il y avait des jumeaux. Donc, on avait Encore une histoire de jumeaux. Oui, on avait la couverture du décès par le petit garçon, mais l'autre bébé est une fille qui sera Jeanne d'Arc. Donc elle serait la demi-sœur du roi de France. Absolument. Et donc, comme cette Jeanne, qui s'appelle pas d'Arc, mais d'Orléans, on peut pas le dire, parce que d'Orléans, on peut pas dire que Louis d'Orléans couche avec la femme du roi. Bon. Et Isabeau de Bavière ne peut pas dire à son mari, j'ai une petite fille, on ne peut pas l'élever à la cour. Donc, on va l'envoyer dans un coin absolument perdu et on tombe sur Don Rémy. Et donc, le berceau arrive avec la petite fille, etc., avec une escorte quand même, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains de l'ennemi. Il y a des gardes avec des torches. Alors, les villageois sont absolument effarés, parce que c'est un grand cortège comme si c'était princier. Parce que pour être accompagné de gardes portant torches et d'une escorte, vous ne pouvez pas être une paysanne.
Sauf qu'on va la mettre dans une famille qui est une mèche avec tous les organisateurs de ces choses, et ça deviendra famille Jacques, Isabelle d'Arc, les parents d'Arc, ce qui est très très curieux. Donc elle était élevée là, elle passe une enfance, j'allais dire à peu près classique, mais ça pourrait expliquer qu'on lui ait appris le français, la révérence, monter à cheval et quelques idées sur la situation du pays. Alors il y a une dame qui s'en occupe, bon, qui s'appelle Colette de Corbie. Colette de Corbie va faire, c'est un peu comme si c'était une agente secrète, bon, quelque chose, qui va aller lui donner des conseils, l'informer, la préparer en gros à son rôle futur de Jeanne d'Arc, libératrice du pays. Alors, si c'est vrai, parce qu'il y a forcément des preuves de ça, on n'en a pas beaucoup, c'est normal qu'elle connaisse le roi, puisque c'est sa demi-sœur. Hein. Mais si c'est vrai et qu'on l'a préparé depuis si longtemps, ça remet en cause toute cette version très cléricale de voix du Oui, Seigneur oui, bien sûr. Et alors, on dit, mais cette Colette de Corbie qui deviendra sainte Colette de Corbie, en plus, c'est une sainte, mais elle ne doit pas être tout seule. Elle doit faire partie d'un réseau, et on trouve dans le réseau des Orléans, parce que bien sûr, Louis d'Orléans assassiné par les Bourguignons, alliés des Anglais, et Louis d'Orléans, bien l'amant de la reine, c'est quelqu'un de considérable, et c'est notre camp, c'est le camp de Charles VII. Alors c'est normal que, en fait, cette Jeanne est sa famille. C'est fille de Louis d'Orléans. À un moment, on s'est dit, Charles VII est peut-être aussi un fils adultérin de, bon, de ce Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière, mais là, avec les dates, à quel moment elle était à la cour, à quel moment elle était avec le roi, à quel moment Louis d'Orléans était en campagne militaire, machin. Là, les dates correspondent beaucoup moins. Et c'est ça qu'elle est allée dire au roi. Vous doutez de votre naissance, mais là, vous, c'est pas possible, vous êtes le vrai fils de Charles VI. Mais moi, Jeanne, enfin, lui dit pas, je suis votre sœur, demi-sœur, maman. Il doit commencer à se douter de quelque chose parce que derrière, alors c'est ça l'immense secret de ces choses, derrière, vous avez Yolande d'Aragon. Alors, Yolande d'Aragon, comme son nom l'indique, c'est une Espagnole, mais elle a épousé le duc d'Anjou. Et donc, le duc d'Anjou, c'est l'un des personnages les plus considérables de France, après les Orléans, les ducs de Bourgogne et tout le reste, parce que ce duc d'Anjou possède aussi le duché de Provence et possède la Sicile. Et ce sont les descendants des anciens rois de Jérusalem. Alors, parce qu'il y a eu des ducs d'Anjou, rois de Jérusalem. Alors, quand vous en êtes là, vous dites que la maison d'Anjou est considérable et cette fameuse Yolande d'Aragon qui est hostile aux Anglais qui veulent mettre la main sur l'Anjou, donc pas question, hostile aux Bourguignons, elle n'aime pas, c'est la cour rivale, ils sont plus proches des Orléans, donc la Bourgogne, c'est l'ennemi, etc. Et a décidé de jouer la carte de Charles VII. Il s'est trouvé que quand il y avait des problèmes à la cour, que quand la cour était menacée d'être prise par les Anglais, etc., le petit Charles VII, tant qu'il était enfant, on l'a envoyé chez Yolande d'Aragon à Angers. Et donc, en fait, ce Charles VII a passé son enfance chez Yolande d'Aragon, qu'elle a dû. En gros, il se considérait comme sa mère. S'il y avait une mère un peu pas possible, pas souvent là, et c'est dénigré et honteux sans doute, mais là, il y avait, comme qui dirait, une vraie mère. Alors, est-ce qu'elle en a profité pour diriger le dauphin dans la maison? Et quand il est devenu roi, elle a fait des intrigues pas possibles pour que tous les mauvais conseillers soient éliminés, pour casser l'alliance de la Bourgogne avec l'Angleterre, de fil en aiguille. Et en voyant, alors quand elle a su qu'il y avait cette petite Jeanne, etc., c'est elle qui a décidé la famille d'Arc, et c'est elle qui envoyait Colette de Corbie en mission spéciale pour préparer Jeanne d'Arc à sa mission de libératrice de la France. Donc en fait, c'est un coup monté quasiment monumental par en fait une dame totalement inconnue de l'histoire qui s'appelle Yolande d'Aragon. Alors c'est ça où je disais tout à l'heure que l'histoire officielle va dire mais apportez les preuves documentaires de ça. Vous ne pouvez pas, tout s'est passé dans la coulisse, tout s'est passé dans le secret, sauf la présomption d'interprétation. Parce que ça reste absolument impossible que Jeanne d'Arc soit une paysanne qui conduit une armée, qui ait libéré le pays, qui est ceci, qui est cela. Oui, comme tu disais en début d'émission, parfois
l'hypothèse secrète cachée de l'histoire est bien plus cohérente que… Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Là, on a un exemple typique, c'est de dire si vous voulez expliquer les choses. Parce que l'histoire des interventions de Jeanne d'Aragon, quand on dit Jeanne d'Arc rencontre le roi Chinon à la cour devant tout le personnel de la cour, dans la foule, il y a Jeanne d'Aragon. Quand vous allez au sacre, dans la foule, il y a Jeanne d'Aragon, Yolande d'Aragon. Pardon. Et quand vous avez tel endroit, on dit Jeanne d'Arc a rencontré Colette de Corbie. Sans savoir que Colette de Corbie, les Orléans, les Anjou sont je peux pas dire la même machination, c'est pas même. On préparait Jeanne d'Arc. En plus, il y a un mythe Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, il y a tout un tas de prophéties depuis des années qui disaient que la France serait libérée de l'anglais par une jeune fille vierge. Et on a répandu ça dans tous les milieux, un peu partout pendant des années et des années. Et puis soudain, la jeune fille vierge arrive forcément. Oui, donc là, il n'y a plus qu'à dérouler Oui, donc dérouler la tout a scène. été une organisation absolument démente. Il fallait un cerveau comme un ordinateur pour faire ça. Hein, et donc, alors c'est probant quand c'est expliqué comme ça. Parce que quand vous recoupez les lieux, ce qui a été dit, l'attitude du roi, l'attitude du machin, ceci, puis les quelques traces officielles qu'on a de dire, Yolande d'Aragon a quand même fait telle chose, voyagez là, était présente à tel endroit, ça on le sait. La Colette de Corbie, elle est connue, elle est une véritable personne existante, donc machin, Duc d'Armagnac qui fait telle chose. Bon, par exemple, à un moment, Charles VII présente à Jeanne d'Arc son cousin d'Alençon. Alors, elle dit voilà, c'est mon cousin d'Alençon, duc d'Alençon. Jeanne d'Arc et duc d'Alençon fraternisent. Il dit tiens, on va faire quelque chose, on va s'amuser à faire une joute. Donc il faut une joute à la lance. On s'aperçoit que Jeanne d'Arc monte à cheval mieux que lui. Je dis bon. Elle vient de Dorémy. C'est du monde, quoi. Il faut bien le dire, quoi. Bon, il y avait une prophétie qui disait une jeune fille viendra en chevauchant le Sagittaire. Bon, alors là, c'était incompréhensible, c'était quasiment du Nostradamus dans la formule. Puis après, on s'est dit le Sagittaire, c'est le centaure tire à l'arc. Ah, c'est Jeanne d'Arc, et dans les âmes de la famille d'Arc, les parents adoptifs, vous avez un arc et 3 flèches. Et donc, en gros, on a préparé le terrain pendant très longtemps. On a éliminé les partisans de l'Angleterre déguisés à la cour de Charles VII, enfin faisant joindre l'ennemi en étant à l'intérieur, pas de machin, ceci, et tout organisé. Pourquoi les villes se sont libérées si facilement? Pourquoi ceci? Pourquoi patati patata? Eh bien, parce que c'est un peu préparé avant et surtout soutenu dans les coulisses. Et donc, forcément, il y a une suite. À un moment, on va dire, mais c'est bien beau, mais cette Jeanne d'Arc va finir par être attrapée à Compiègne, va être attrapée et va être brûlée. Ah, c'est très embêtant. C'est-à-dire avec la fée Yolande d'Aragon, là, visiblement, là, il y a eu un dérapage, elle n'a rien pu faire. Qu'a fait Charles VII. Alors, c'est un complot, là, mais qui irait dans l'autre sens. À un moment, elle a trouvé, forcément, si c'est l'admission du roi, elle peut se permettre bien des choses. Mais certains à la cour, et le roi peut-être lui-même, ont trouvé que ça allait un peu trop loin, qu'elle avait fini son rôle, qu'il était sacré. Puis maintenant, tu retournes dans une boîte, on va peut-être te donner un château, tranquille, ciel, pour le tempérament, ce genre de choses. L'épée, l'anglais, encore dans le pays, on n'a pas encore repris Paris, et elle veut reprendre Paris aux mains de l'ennemi. Sauf que l'état-major veut pas. Donc elle va réunir 300 guerriers, ses partisans, ceux qui l'aiment bien, ceux qui ne jurent que par elle, pour attaquer Paris. C'est une faribole, quoi. Donc, ils arrivent à Compiègne, forcément, ils tombent dans un piège, l'ennemi est 100 fois plus nombreux, elle est désarçonnée, elle est prise, pas par les Anglais, mais par les Bourguignons. C'est les Bourguignons qui l'ont attrapée. Forcément, ils la détestent, comme c'est pas possible. Puisque l'ennemi, c'est eux, s'ils tiennent avec les Anglais, si Charles VII gagne, leur compte est bon, etc. Et eux, ils trouvent pas mieux que de la vendre aux Anglais. Donc, Jeanne a été vendue par les Bourguignons aux Anglais. Et là-dessus intervient l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est pas l'université d'aujourd'hui où on fait des études, c'est les théologiens. On appelle l'Université de Paris les grands théologiens de l'Église catholique en France, qui sont presque tous dominicains. Et qui dit dominicain dit l'Inquisition. Puisque Saint-Dominique a fondé l'Inquisition, en gros, il y a parmi eux des inquisiteurs. Et les inquisiteurs n'ont qu'une seule idée, Jeanne d'Arc pour faire ce qu'elle a fait,
parce qu'ils ignorent tout, Jeanne d'Aragon, une substitution d'enfants, etc. Eux voient le côté surnaturel. Fatalement, elle peut être surnaturelle, mais diabolique. Une sorcière. Voilà, parce que c'est pas possible une femme en armure, c'est pas possible une femme habillée en homme. Bon, en gros, on peut être que possédé par le diable. Donc, il faut qu'elle soit brûlée. Alors, on dit, on va brûler Jeanne d'Arc, elle sera comme sorcière. Hein. Mais l'argument principal, c'est à oser mettre, à oser porter des vêtements d'homme. Il paraît que c'est un sacrilège inouï, parce que dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, la femme s'habillera pas en homme, l'homme en femme, pour donner le change dans les sectes. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, les femmes s'habillent en homme, les hommes s'habillent en femme, comme pour rigoler. On est tout à fait dans l'interdiction biblique. Et elle, comme elle se déplaçait avec des tenues d'homme, alors qu'on est en armure, qu'on conduit une armée. Donc, son compte est bon pour l'Église. Les Anglais sont plus réservés. C'est très curieux, c'est le grand régent d'Angleterre qui dirige les opérations militaires anglaises en France. Il est bien content d'avoir Jeanne d'Arc. En plus, il hérite d'un cadeau empoisonné puisque les boucliers dans leur filet. C'est que lui, il croit vraiment qu'elle a un pouvoir surnaturel. Alors, c'est très embêtant parce que si on l'exécute, peut-être que là-haut, au ciel, lui, il y croit aussi au ciel. C'est pas très favorable. Et puis, il se dit, mais les Français, mais ils vont en faire une martyre. Mais demain, notre compte est bon, donc il essaie de sursoir. Alors, l'instruction du procès dure indéfiniment. C'est-à-dire arrêté en 1429, 1431, on n'a pas encore décider de son sort. Procès de fait. Alors, comme on sait dans l'histoire, et l'évêque Cochon, évêque de Rouen, de mèche avec les Anglais, parce que lui est partisan des Anglais, il tient avec les Anglais, Rouen est d'ailleurs sous coupe anglaise, et l'instructeur du procès. On ne sait pas ce qu'il fabrique, il trouve toujours un truc pour retarder le procès. Alors, les fameux inquisiteurs, là, les dominicains de l'Université de Paris, le pressent. On a des messages écrits. Hein. Comment ça se fait que Jeanne n'est pas encore jugée? Comment ça se fait? Là, on a des pièces. Hein. Les historiens officiels peuvent dire bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais alors, dans la coulisse, c'est encore un truc incroyable. D'abord, Jeanne d'Arc, qui va être accusée de sorcellerie, elle n'est jamais mise dans une prison ecclésiastique des locaux de l'Inquisition. Elle est dans des châteaux normaux, classiques. Et le dernier château avant Rouen, où elle doit passer au procès, est absolument extraordinaire. Parce que dans le château, elle a été mise, soi-disant, dans une cellule. Il y en a qui disent qu'elle était enchaînée dans les caves, d'autres, elle avait une chambre avec un taquet, et puis elle pouvait avoir des visites, etc. Dans le même château, il y avait le roi d'Angleterre, il y avait le régent anglais de France. Alors, le roi d'Angleterre, qui avait 6 ans à l'époque, il avait un régent qui était celui qui était maître de la France, la partie anglaise. Alors, imaginez, vous avez une condamnée pour sorcellerie qui est dans le même château que le roi d'Angleterre et le régent. Mais ça passe totalement inaperçu auprès des historiens officiels. On se demande absolument pas pourquoi et comment. Et donc, il y a une deuxième influence secrète, c'est que, et on se dit, qu'est-ce qu'il fait Charles VII pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font les généraux qui ont combattu avec Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui fait ceci? Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est de dire que, en gros, l'idée de Charles VII, c'était bien sûr de sauver sa demi-sœur quand même, et de faire une tractation avec le roi anglais. C'est-à-dire, en gros, vous la condamnez pas, mais qu'est-ce que vous donnez en échange? On va négocier. Les dominicains ne veulent pas négocier. Les autres veulent négocier. Cochon, il est dans le milieu, mais il paraît que c'est un diplomate hors pair. Il va essayer de concilier tous les trucs. Bon, mais il va jouer, puisqu'on va dire, ben voilà, le procès, le tribunal décide que Jeanne d'Arc est blasphématoire, comment dire, les vêtements dont je parlais tout à l'heure, sacrilège, elle a fait verser le sang des hommes, c'est des heures, à la guerre, encourageant les soldats à libérer le pays. Elle a fait verser le sang dans une guerre, on fait toujours verser le sang de l'ennemi, mais là, il paraît que c'était une calamité. Donc, elle va être brûlée quand même. Donc, Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen. Tout le monde le sait, par la femme évêque Cochon, qui porte bien son nom, bien entendu. Ça s'écrit CEU quand même. Mais il y a encore un complot. Encore? Oui, oui, parce que cette histoire n'en finit pas. C'est une des histoires les plus hallucinantes qui soit avec l'histoire de Reine de Château. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir brûlé le vrai Jeanne d'Arc. Ah ouais. Parce que quelques années après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à Orléans? Qu'il y a des chevaliers qui passent, qu'il y a une femme en armure avec, elle enlève son casque, on reconnaît que c'est Jeanne d'Arc.
Ah, on dit, mais c'est Jeanne des Armoises qui fait courir partout le bruit dans le pays, qu'elle a été sauvée du feu et qu'elle est Jeanne d'Arc. On fait une enquête. Aujourd'hui, les historiens pensent que c'est un complot de sa part pour comment l'imiter, mais sans que ce soit une vraie. Sauf que quelque temps après, on retrouve la même chose avec une autre. Et on se dit, tiens, il y a une Jeanne d'Arc qui passe, en gros. Et donc, le secret de l'histoire, c'est qu'on aurait changé les corps. C'est-à-dire que la personne qui sera le bûcher, c'est pas Jeanne d'Arc, que dans la fameuse forteresse où elle logeait avant son procès, avant l'exécution. C'est bourré de souterrains, se passait évacué, on aurait changé de personne. Alors, qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il y a une preuve. C'est que quand Jeanne d'Arc est sortie de sa prison, l'endroit où elle était en prison pour son exécution, a été bien sûr passée à travers la foule, etc. Mais elle avait un voile sur la tête. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu un visage découvert. Ah, ça, c'est une des chroniques. Jeanne d'Arc était voilée entre sa prison et le bûcher. Alors, bon, le complot est gros. Hein. Est-ce que c'était une pratique, à ton avis, est-ce que c'était une Alors, je crois pas, ça se faisait voilà. pas. Non, normalement, ça se faisait pas. Le coupable, le criminel, lui mettait une chemise rouge, était coupable de tous les crimes de la terre, mais on montrait bien sa tête au peuple. Mais alors là, bon, etc. Donc, ce qui se serait passé, c'est qu'ils auraient pris une pauvre fille, qu'ils auraient une prostituée ou une incarcérée de droit commun, qu'ils auraient plus ou moins droguée pour que ça s'apprenne dans le cirage, le voile sur la tête et brûlé à la place de Jeanne d'Arc, qui, elle, évacuée par les souterrains, aurait continué. Tout le monde était tranquille. Le roi d'Angleterre n'avait rien fait. Charles VII l'avait sauvé et tout était tranquille. Ça fait quand même beaucoup. C'est une histoire extraordinaire. Ah oui? Ça fait un peu quand même un truc extraordinaire. Et en plus de tout ça, il y aurait encore derrière les franciscains. Alors, ça est une histoire absolument incroyable parce que la fameuse Yolande d'Aragon, la fameuse Colette de Corbie, tout un tas de collatéraux, etc., sont en fait du tiers-ordre franciscain. En gros, il y a des franciscaines et des franciscains, il y a un ordre officiel, c'est des moines, c'est des religieux, puis le tiers-ordre, c'est des gens qui sont laïcs, mais qui épousent la cause charitable de Saint François. Et en gros, cet ordre-là aurait opté Charles VII aussi, aurait opté Jeanne d'Arc aussi, et aurait financé toutes les opérations. Les franciscains étant l'ennemi des dominicains, en plus, par-dessus le marché. Vous savez qu'il y a des bons moines et des bons religieux. Hein. C'est les bénédictins, c'est les clunisiens, c'est les disciples de Saint-Gérard, de Saint-Bernard de Clairvaux, qui a lancé l'ordre templier, etc. Donc un grand personnage théologien aussi, qu'on surnommait le grand Druide des Gaules. Rendez-vous compte, on est au XIe siècle, XIIe siècle, un prélat de l'église qui s'appelle Grand Druide des Gaules, donc une tradition celtique maintenue, mais dans l'église. Hein, Donc et puis ce sont des bénédictins. Alors, des bénédictins, c'est un bon ordre, mais bon, c'est plus ancien. Hein. Les clunisiens, c'est Saint-Bernard de Clairvaux, c'est l'histoire des Templiers, mais c'est intérieur à Jeanne d'Arc. Hein. Et là, ce sont des franciscains, avec pour ennemis toujours les dominicains. Donc les fameux qui Voilà, à l'université de Paris. donc, au nom d'une rivalité ouverte, et bien souvent secrète, franciscain-dominicain, on retrouve les dominicains voulant brûler Jeanne d'Arc, les autres voulant la sauver. À quel niveau ils pouvaient intervenir dans la coulisse, etc. Mais on les retrouve très, 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 très souvent derrière. En gros, c'est comme si un ordre franciscain, connaissant la mission de la France, avait soutenu tous les projets de ce genre. Bon, bien que ce soit pas la raison de l'exposé d'aujourd'hui, l'autre ennemi dans l'Église, ce sont les jésuites. En gros, les dominicains, les jésuites, je dis pas qu'ils sont pas bons en tant que religion, hein. Et pour l'ésotérisme, cela, non. Et les bénédictins et les franciscains, ils sont bien, ils sont religieux catholiques, mais ils sont comme nous, quoi. Voilà. Et à la suite de ça, Jeanne d'Arc ou pas Jeanne d'Arc, on est en 1431, bon, est condamné. Ça n'empêchera pas qu'en 1456, il y a un procès de réhabilitation et qu'elle est réhabilitée. Et en 1920, elle est déclarée sainte. Donc l'Église n'est pas une contradiction près, parce que la diablesse, c'est après sainte. Et maintenant, L'Église exécute, et puis après. Voilà. Et donc, on est actuellement dans Sainte Jeanne d'Arc, hein, l'héroïne nationale, l'héroïne du pays, récupérée par certains partis politiques, comme vous savez, et dont la fête est le 8 mai.
Et Sainte-Jeanne d'Arc, c'est le 8 mai, parce qu'elle a délivré Orléans le 8 mai. Et parce que l'armistice de 1945 s'est signé un 8 mai. Bon, c'est une étrange coïncidence. Et au niveau de l'histoire secrète, il ne peut pas y en avoir. Donc, comme aussi, quand on a le procès a déclaré Sainte Jeanne d'Arc en 1920, au journal officiel, le décret qui est apparu qu'il y avait cette sainte-là dans le calendrier, ça a été signé le 14 juillet. Alors, est-ce que le gars qui a fait paraître, comment dire, l'a fait exprès, pas exprès, là on ne sait pas, mais les coïncidences sont absolument incroyables. Quand vous avez un armistice en 45, le 8 mai, fête de Sainte-Jeanne d'Arc, et le 11 novembre, fête de Saint-Martin, de Tours qui a évangélisé une partie de la France. Donc c'est un saint protecteur de la France et Saint-Martin, Jeanne d'Arc héroïne qui a délivré la France des Anglais, et Saint-Michel protecteur de la France qui a ce statut au Mont-Saint-Michel pour protéger le pays. Tout se tient. Et à la suite de ça, donc 1431 à 1453 que fait Charles VII, il a réorganisé totalement son armée, il a acheté du matériel moderne, il a trouvé que les Anglais avaient gagné Azincourt grâce aux bombardes, il a mis les ingénieurs là-dessus, on a des bombardes légères, beaucoup supérieures, et une bataille finale qui a lieu à Castillon. Les Anglais font une charge traditionnelle, c'est comme nous, on avait fait à Azincourt, faire une charge de cavalerie droit sur l'ennemi, bourré de canons. Tous les premiers Anglais sont descendus, eux qui veulent jouer au héros, ils se regroupent, ils refont une deuxième charge, ils sont complètement descendus, les groupes sont désorganisés, les chevaliers sont à terre, et nos troupes là chargent, les transpercent, ils sont battus et ils quittent définitivement tout le pays. Et l'anglais est bouté hors de France. Hors de France. 1453, c'est terminé, on a gagné la guerre de 100 ans. Et en même temps, on finit le Moyen-Âge, et c'est la fin de la chevalerie, c'est la fin de tout. Et la même année, Constantinople, vaincu par les Turcs, tombe, 1453. Et après, on rentre période moderne, 1492, les grandes découvertes, et c'est fini la période dite médiévale. Ça se finit quand même de façon extraordinaire, parce qu'on met fin d'un côté à l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, et on met fin à la guerre de 100 ans de l'autre côté. Voilà ce que c'est qu'une partie de l'histoire secrète de la France, et voilà pourquoi on est un très très grand pays. Merci beaucoup, Michel. Et entre parenthèses, hein, on est très content que l'anglais soit bouté hors de France.